Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Bon lundi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On aborde tout de suite notre premier sujet. Je vous mets dans le vif de l'actualité parce que, effectivement, il sera question, je pense, au cours des prochaines semaines, certainement au cours de l'automne, de ce sujet. Pornhub et comment ce site de porno finit par nuire beaucoup à la santé mentale de nos enfants sur Internet, mais aussi parce qu'il contribue à ce qu'on appelle la traite des personnes. Et aussi beaucoup, ça contribue à cette espèce de courant que finalement, le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, quand c'est sur Internet, on dirait que ça nous concerne moins ou qu'on n'est pas capable de contrôler ça, d'encadrer ça. Quelqu'un qui a décidé de s'attaquer à cet enjeu assez important dans la société, c'est la sénatrice Julie Miville-Deschênes, qui est coprésidente du groupe multipartite de lutte contre l'esclavage moderne et la traite des personnes. L'esclavage moderne, le titre le dit bien. Julie Miville-Deschênes, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Ce qui m'a donné envie qu'on en parle aujourd'hui, qu'on pose la question tout de suite aux auditeurs. Est-ce que vous croyez que c'est possible de venir à bout de Pornhub? Est-ce que comme parents, on est inquiet êtes-vous inquiet pour vos enfants? Mais sans être parents même, en général, dans la société, est-ce qu'on veut qu'il y ait autant d'abus sexuels? Est-ce qu'on veut que ce soit des sites porno qui fassent la pluie et le beau temps sans égard à l'éthique, au respect des droits humains? Et surtout, les premières concernées, ce sont les femmes, les jeunes femmes, les enfants, les jeunes garçons également. Bref, c'est un vrai sujet d'inquiétude, Julie. Absolument. Et pour répondre d'abord à votre question, oui, on peut venir à bout des sites porno gratuits. Pornhub est le plus connu, mais il y en a des centaines à travers le monde. Donc, écoutez, apparemment, le tiers de la bande passante à travers la planète, c'est de la porno. Ouais. Alors, vous comprenez qu'on ne parle pas d'un petit sujet. Et évidemment, comme tout ce qui est sur l'Internet, il n'y a pas eu de réglementation. Donc, oui, c'est évident que les agressions sexuelles, qu'elles soient sur l'Internet ou qu'elles soient dans la vraie vie, c'est illégal dans ce cas-ci. Mm-hmm. Mais on s'entend. Nous, on a essayé de savoir ce qui se passait sur Pornhub. On a demandé à la GRC de faire enquête. On a demandé à ce qu'il se passe des choses. On n'a jamais, les parlementaires, reçu de réponse. Pourtant, Pornhub, qui a été déjà le plus grand, on ne se connaît pas les chiffres jusqu'à maintenant, mais... Non, parce qu'ils ne les disent pas. Non. Ils sont basés à Montréal. Oui, voilà. Vous le savez, c'était sur des carrés, ils ont déménagé, on ne sait pas trop où, ils essayent de se faire discret. Mais clairement, c'est un problème grave de société. Et il y a des gouvernements, Allemagne, des États américains, la France, l'Angleterre, qui bougent. Mais nous, clairement, on a jugé jusqu'à maintenant que la vie privée et la liberté d'expression, qui sont deux droits importants, mais qui ne sont pas violés par l'idée de contrôler ça, eh bien, que ça serait dangereux pour les droits individuels de ceux qui regardent la porno. Donc, on fait fi carrément de tous les risques associés, c'est-à-dire la traite des enfants, la traite des femmes, la traite des garçons aussi. Il y a énormément de pédophilie, il y a de la pornographie infantile, il y a des agressions sexuelles. Pas tout, là. Non, c'est tout ça. Il faut faire mais attention. Il y en a beaucoup quand même. C'est que comme il y a des millions de vidéos qui sont téléchargées avec plus ou moins de contrôle, eh bien, évidemment, se retrouvent là-dedans des viols d'enfants et tout ce qui vient avec le fait qu'il n'y a pas de contrôle. Et c'est l'intimité la plus grande que la vie sexuelle. Donc, l'idée n'est pas ici de s'attaquer à la pornographie pour les adultes, par les adultes. Tant que c'est consenti. Exactement. Ouais. Ça demeure quelque chose de légal dans la société, très bien. La question n'est pas là. La question est, d'une part, s'assurer que ce qu'il y a sur ces plateformes, c'est effectivement de la sexualité consentie. Et d'autre part, empêcher les enfants qui n'ont pas encore le cerveau parfaitement formé, les enfants, là, de regarder ces scènes de performance qui sont souvent violentes, souvent dégradantes pour les filles, et qui deviennent des références. Pour eux, la sexualité, c'est ça. Et je l'ai déjà dit, les jeunes filles, maintenant, les enquêtes nous disent ça, les jeunes filles croient qu'il va y avoir de la violence dans leurs activités sexuelles. Alors, on est en train
c'est toute une génération, à mon avis. Et les garçons doivent aussi dire, c'est ça qu'il faut que je fasse. Alors, ils sont en dysfonction érectile parce que c'est impossible d'atteindre ces standards. Mais plus gravement que ça, c'est que l'amour dans notre société, c'est important. Et l'amour, ça doit commencer par une découverte et tout ça. Et là, on est dans une banalisation de tout ce que c'est et aussi une vision qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que les premiers ébats sont d'habitude. Puis là, je disais que c'est important que les auditeurs soient bien au courant de ce qui se passe parce que, comme sénatrice, Julie Miville-Deschênes, vous avez depuis, ça fait déjà quelques années que vous avez été nommée au Sénat et depuis 4 ans, c'est vraiment votre gros dossier. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que j'ai porté parce que moi-même, je suis mère de famille, je suis féministe, donc je considère que l'égalité dans la sexualité, c'est très important pour arriver à l'égalité aussi dans la société. C'est pas pour rien que les crimes violents restent là. C'est qu'on n'a pas encore d'égalité. On considère souvent la femme comme un objet. Donc, tout ça est important pour moi. Ça n'a rien à voir avec ma perception de la pornographie pour les adultes et par les adultes, qu'on s'entend. Ça a à voir avec le fait que, attention, dans la vraie vie, dans la vie non-Internet, on a toujours décidé comme société que c'était fait pour les adultes, la pornographie. Et la pornographie est de plus en plus dure, Isabelle. On n'est pas dans l'érotisme, on n'est pas dans les fleurs bleues, on n'est pas dans le soft porn. On est dans le hardcore, j'en ai vu beaucoup, là, qui n'est pas approprié pour les enfants de 8 ans. Comment on fait pour essayer de contrôler ça? Votre projet de loi en est à sa dernière étape. Oui, c'est ça que je disais que cet automne, ça allait être un des sujets dont on allait entendre parler. Mon projet de loi, s'il est adopté, ne réglera pas tout, mais au moins cette partie-là, cette idée de protéger les enfants. Comment? Alors, ça s'appelle très clairement de la vérification d'âge. Le client qui veut aller sur Pornhub ou une autre plateforme va passer par une tierce partie, une compagnie spécialisée dans la vérification d'âge, et on va vérifier s'il a 18 ans ou plus. Et il y a plein de méthodes pour s'assurer que la vie privée est respectée. Donc, de dire que c'est pas possible, non. L'Allemagne le fait, la Grande-Bretagne est sur le point de mettre un système en place, ça se fait. Les barrières à cela sont autres. L'Allemagne le fait, mais le 26 août dernier, les autorités allemandes ont quand même accusé l'entreprise montréalaise, il faut quand même le dire, à chaque fois on dit que ça vient de Montréal, c'est quasiment gênant. L'entreprise montréalaise Halo, donc propriétaire de Pornhub, d'avoir modifié son site. Et en fait, le propriétaire réel, c'est Ethical Capital Partners, je tiens à le dire, une compagnie d'Ottawa qui a racheté le tout il y a quelques années. C'est ça. Mais il y a quand même M. Halo, dans les parages aussi, d'avoir modifié son site pour contourner la loi allemande où on demande justement cette vérification d'âge. Fait que même la vérification d'âge... Alors, ce que ça montre, ce qui se passe en Allemagne et aussi aux États-Unis, c'est que les sites pornographiques ne veulent d'aucune loi. Ils veulent continuer à pouvoir faire autant d'argent possible. C'est sûr. Et l'idée même de se soumettre à une loi démocratique comme celle de l'Allemagne, est impossible. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont poursuivi en cours pour contester la constitutionnalité de la loi pendant des années. Et là, maintenant, la loi a été jugée constitutionnelle. Alors, ils prennent une entourloupette, ils changent leur URL et ils restent là. Alors, évidemment, l'Allemagne va passer une autre loi. Oui, à chaque fois pour commencer. Mais ce sont des luttes, et c'est la même chose aux États-Unis. Il y a une douzaine d'États qui ont passé des lois pour protéger les enfants. Poursuite des groupes qui défendent la liberté d'expression. Comme vous savez, avec le premier amendement aux États-Unis, c'est un droit presque sacro-saint. Mais dans ce cas-ci, liberté d'expression ou protection des enfants? Puis est-ce que vraiment c'est une atteinte à la liberté d'expression que d'assurer que ce soit juste ceux de 18 ans? Donc la Cour suprême va se prononcer bientôt sur cette question. Mais d'ores et déjà, il y a une Cour inférieure qui a dit, pour l'instant, on laisse la loi, il n'est pas question de la rendre inconstitutionnelle. Donc, j'ai hâte de voir cette décision de la Cour suprême parce qu'il y a beaucoup d'enfants en jeu. Mais je lisais d'ailleurs, en fin de semaine, il y avait un article intéressant dans le Journal de Montréal, justement, où on parlait de ce nouveau livre, Take Down, qui rappelle un peu toute la saga Pornhub et comment, depuis toutes ces années, on n'arrive pas finalement à fermer ce site. Celui-là... Et bien d'autres. Il y a eu beaucoup de progrès quand même. Il y a eu des progrès, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de progrès. Ce livre-là, qui a été écrit par Leila Michael Waite, qui est une activiste américaine, qui a déjà été liée au groupe évangéliste, mais qui a formé son propre groupe. Donc, elle a réussi à mobiliser beaucoup de gens aux États-Unis.
elle fait partie de l'histoire parce que grâce à elle, grâce à ses contacts, le New York Times a écrit un article extraordinaire où on avait des victimes, une jeune fille de 15 ans dont l'image toute nue avait été circulée, recirculée sur Pornhub, qui n'avait rien fait ou pas assez pour enlever cette image. Alors la vie de cette petite fille a été, de cette jeune fille, tout ça parce que son chum de l'époque, il a dit, j'aimerais ça que tu m'envoies une photo de toi toute nue, ce qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Donc, ce qui nous permet de dire aux filles, faites pas ça. Il faut pas faire ça. Et les garçons, demandez pas ça non plus, s'il vous plaît. Exact. Mais effectivement... c'est ça. Mais à cette époque, il y avait aussi carrément des viols de mineurs qui étaient téléversés sur ce site. Les nouveaux propriétaires disent qu'ils ont fait le ménage. À voir. Pour l'instant, donnons-leur le bénéfice du doute. Il y a eu des améliorations, mais je sais pertinemment que pour ce qui est du téléversement des vidéos, on ne demande pas le consentement de toutes les personnes qui sont dans la vidéo. Alors imaginez-vous, quelqu'un est identifié, il donne une vidéo où il y a 10 personnes qui font une partouze, mais on ne sait pas si les 10 sont consentantes. C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Ouais. Ça, c'est le bout. Qu'est-ce qu'on voit? Et j'ai regardé à nouveau le documentaire que vous connaissez, Julie Méville-Deschênes, que sans doute quelques auditeurs ont vu, et qui explique un peu ce qui s'est passé depuis les dernières années avec Pornhub. Ça s'intitule, le titre veut tout dire, Money Shot. Ça vous enligne sur l'intérêt premier de ce genre de site. Mais ce qu'on dit là-dedans, surtout, en fait, l'espèce d'angle du documentaire, c'est de montrer que ce sont les travailleurs du sexe ou les travailleuses du sexe amateurs qui ont payé pour toute cette campagne anti-Pornhub. Et je trouvais que c'est quasiment de mauvaise foi parce que... c'est-à-dire que, oui, on entend les victimes, mais on entend, à mon avis, pas assez les victimes. C'est-à-dire que les travailleuses du sexe travaillent de plus en plus dans ces plateformes versus être dans la rue. Ou dans des studios de cinéma qui parfois abusent d'elles. Exactement. Ouais. Et elles sont payées, donc, au nombre de clics. Ouais. Alors, oui, les travailleuses du sexe sont contre cette idée de réglementer, sont contre cette idée d'empêcher les enfants de regarder parce qu'ils disent c'est aux parents de s'en occuper. C'est un peu court. Et vous avez raison de dire que oui, les travailleuses du sexe ont des droits, mais les enfants aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment un sujet délicat. Il n'est pas question pour moi de priver qui que ce soit de son emploi, mais je crois que la question est plus large. La question doit être... Et en plus, si les pays se mettent ensemble, ils n'auront plus le choix, ces plateformes. Ils vont devoir obéir, vous comprenez? Parce que là, ils vont perdre des clients partout s'ils ne se soumettent pas aux lois. Alors moi, je crois que ça peut marcher, mais ça prend... Un peu comme dans le cas des plateformes, de Facebook, de Google. C'est long, puis c'est vous compliqué. Le savez, c'est très compliqué parce que là, il y a les questions de liberté d'expression sont assez importantes. Donc, il faut faire ça avec doigté. Mais ceci dit, l'idée de ne pas réglementer, de se fermer les yeux et dire « c'est la liberté », on veut rien savoir. Moi, je trouve que c'est de sacrifier toute une génération. Oui. Et dans le fameux article que je vous recommande vraiment, cet article du New York Times que vous pouvez trouver là, sur Internet, ça s'intitule The Children of Pornhub. Ah oui. Et la grande sous-question qui est posée par ce columniste du New York Times, c'est que fait le Canada et surtout pourquoi le Canada n'intervient pas et continue de permettre à cette compagnie de faire du profit avec des vidéos d'exploitation et d'agression sexuelle de mineurs. Et cette question-là, sincèrement, c'est plus largement, moi j'aimerais dire, sérieusement, que fait la police? C'est le moment de présenter notre prochain invité. Roger Ferland est ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Il a fait partie de plusieurs escouades mixtes qui touchent la criminalité organisée. On pense à Agrico, Carcajou, ERMX, Motard. Il est aujourd'hui un des grands sages qui commente l'actualité policière. Bonjour, Roger Ferland. Bonjour, Mme Maréchal. J'ai réduit votre curriculum vitae. Vous m'excuserez, Roger. Je sais que vous êtes très au fait de tout ça parce qu'on se souvient de ce grand scandale à Québec. Vous avez écrit un livre d'ailleurs là-dessus avec Maria Mourani qui touchait justement la pornographie sexuelle dans la ville de Québec. Hein? Et là, aujourd'hui, on parle plus largement de celle qui a cours sur Internet. La sénatrice Julie Méville-Deschênes est avec moi. Je sais que vous entendez depuis le début. J'aimerais vous entendre là-dessus. Quand je disais que fait la police, comment ça se fait que la GRC à ce jour et d'autres ne répondent pas aux questions et semblent pas vouloir partager l'information dont elle dispose?
plusieurs facteurs. Dans un premier temps, je vous dirais, je suis extrêmement content de voir que Mme Éville Deschênes, félicitations, que vous preniez les commandes de ça et essayez de modifier des choses. Je dis bien essayer, mais vous allez réussir si vous y tenez, mais ça va être difficile. La première raison pour laquelle, est-ce que la GRC ne répond pas au départ, c'est les policiers ont le peur quand il y a un chemin juridique. C'est quoi le chemin juridique? C'est quoi la réglementation qui me permet d'identifier que ça va être une infraction? Est-ce que c'est une infraction pour un enfant dans sa maison d'ouvrir un ordinateur et de jouer à des jeux vidéo? La réponse, c'est non. Mais après ça, à quoi va-t-il avoir accès après? C'est là, après, qu'il y a un contrôle qui doit s'exercer. Mais tout ça doit être balisé si on veut que ce soit la police qui le fasse. Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est pour ça que nous, on instaure une nouvelle infraction au code criminel pour les plateformes porno qui laissent les enfants regarder le matériel. Ouais. Fait que là, voyez-vous, on est obligé, c'est ça qui est un peu triste par contre, on est obligé d'appliquer des lois parce qu'il y a des parents ou il y a des responsables, que ce soit même à l'école ou ailleurs, qui ne prennent pas les responsabilités qu'ils devraient prendre. Parce que c'est clair que ça part de la maison. La façon qu'on a de laisser nos enfants s'éduquer en ce moment, c'est un autre problème finalement. Mais on a pensé que le monde du web, qui était liberté, puis sky is the limit, ça nous a offert de grandes opportunités, l'informatique. Mm-hmm. Mais c'est en train, en ce moment, on est en train de voir les limites et jusqu'où ça peut pervertir aussi toute une société. Mais je veux prendre la défense des enfants, si ça vous, des parents, si ça vous dérange pas. J'allais y venir parce que c'est pas évident. Parce que c'est très compliqué. Vous savez que toutes les études montrent que même le contrôle parental appliqué n'empêche pas les enfants de regarder de la pornographie. Et je vous rappellerai que pour ce qui est de l'alcool et de la drogue, ben les magasins, les sites font de la vérification d'âge. Alors, pourquoi est-ce que ça ne serait pas la même chose? Pourquoi il n'y aurait pas une aide de l'État? Je ne vous dis pas là, que les parents n'ont pas leur responsabilité. Parler à ces enfants, leur expliquer ce que c'est, leur dire que ce n'est pas ça la sexualité. Tu sais, il faut qu'il y ait une discussion ouverte dans la maison. Ouais. Il faut que les cours d'éducation sexuelle à l'école parlent de pornographie pour expliquer ce que c'est. Tout ça est vrai, mais on ne peut pas laisser les parents seuls. Quel cours d'éducation sexuelle à l'école, Julie Miville-Deschênes? Le nouveau qui est en développement et tout ça, normalement, devrait parler de ces questions-là. J'ai vu mais c'est peu quand même. C'est mieux que rien, mais c'est peu. Il faut que ça soit toute la société, il faut que ça soit les parents aussi, il faut parler de ces questions-là. Il ne faut pas que ça soit des tabous. Non, c'est sûr, mais ça l'est beaucoup. La sexualité reste l'ultime tabou pour bien des parents. Il y en a qui ont des convictions religieuses, il y en a qui sont convaincus que c'est à partir d'un certain âge seulement, puis pendant ce temps-là, le jeune, à 7, 8, 9 ans, il est déjà sur Internet. Et c'est facile de mentir sur l'âge aussi. Oui, en ce moment, c'est ce qu'ils font. Ils mentent sur l'âge. Mais la vérification d'âge, justement, est censée prendre différentes techniques. Notamment, on appelle ça l'estimation de l'âge, l'estimation faciale, pour évaluer quel âge a l'enfant ou la personne à l'autre bout. Oui. Roger Ferland, ça marcherait, ça? Oui, j'ai pour des problèmes techniques, j'ai raté des petits bouts, mais je pense que il faut qu'on ramène dans la cour, effectivement, des entreprises, parce que c'est eux qui font beaucoup de sous, puis c'est eux qui font tout l'argent avec ça. Une des difficultés en ce moment que la police a, à chaque fois qu'ils veulent s'attaquer à la clientèle, quand on parle des clients, mais que moi aussi j'ai envie de remplacer le mot client par des prostitueurs, parce que c'est eux qui sont les clients qui commandent ça. Alors c'est à cause de ça qu'on a cette problématique-là. À chaque fois qu'on veut s'attaquer à eux et qu'on va à la cour, il y a un fonds de défense qui apparaît à un moment donné assez vite. Tantôt, Mme Miville-Deschênes en parlait que c'était les travailleuses du sexe. Peut-être qu'ils vont nous faire croire que c'est ça, mais j'ai vraiment l'impression, plutôt que c'est un fonds de défense bien orchestré, qui est là pour travailler, pour nuire à la difficulté du travail policier, rendre le travail de la cour extrêmement lourd et périlleux, c'est sûr. Et disant à ce moment-là, regardez, vous vous attaquez à ça, voyons non, c'est un client aujourd'hui qui voulait juste voir un peu de sexe, puis il s'est trompé sur l'âge. Non, c'est pas ça du tout à la fin. C'est vraiment orchestré, c'est fabriqué. Puis ce que je trouve triste, c'est qu'effectivement, Pornhub ou d'autres sites comme ça, on fabrique naturellement en ce moment une désensibilisation chez notre jeunesse, puis à leur faire un faux profil de ce que c'est que la sexualité et l'érotisme. Et j'aimerais insister là-dessus parce qu'il y a un lien entre ce que vous dites et la protection des enfants qui regardent les sites porno. C'est que plus un enfant regarde cette sexualité-là, plus il est désensibilisé, plus il juge ça normal. Alors donc, ça devient une proie plus facile
pour les abuseurs sur le web, parce que cet enfant-là va se soumettre à des choses qu'il n'aurait pas jugées normales s'il n'avait pas vu cette porno. Alors, tout ça est lié, vous comprenez? Roger, Vraiment. Oui. bon, la police, dans les enquêtes, enquêter sur de la prostitution juvénile, par exemple, sur le web? Bon, voyez-vous, c'est une priorité, mais je pense que c'est la priorité 23 en ce moment. C'est triste à dire, puis je vais être réaliste avec vous, parce que d'un, c'est difficile, ça prend des équipes spécialisées de travailler en cybercriminalité. On va souvent entendre qu'il y a des dénonciations ou des gens qui te rapportent que on a identifié un film qui circule avec un jeune enfant. Là, il y a du travail qui va se faire, mais le travail se fait souvent de façon internationale. Et là, à ce moment-là, on reçoit des warnings du service de police de dire OK, occupez-vous, on vient d'identifier une adresse IP qui serait dans la région de Québec, dans la région de Montréal, Sherbrooke, et là, ils vont débarquer chez la personne. Mais c'est extrêmement difficile et ça demande une équipe hautement spécialisée en informatique, déjà en partant, qui a des connaissances additionnelles pour être capable de confirmer, de tout être raisonnable avant de rentrer dans la maison ce que c'est et d'y aller. Alors, c'est le fait que ça demande des coûts, la spécialisation ne rend pas ça simple et facile en partant. Mais la première chose, c'est que la réglementation est plus ou moins claire. Alors, si c'est juste de la consultation, on ne pourra pas le baliser par la police. Il va falloir qu'on le balise dans les entreprises, empêcher les entreprises de permettre l'accès. On ne laisse pas un jeune rentrer à la SOQ ici en ce moment, là, tu sais. Fait que c'est pareil sur ça. Il faut qu'on l'empêche de pouvoir rentrer. Puis le restant par après, si on demande, si la société le veut, ben oui, il va y avoir des actions qui vont se faire. Parce que on l'a fait dans le passé, mais on sait ce que ça représente comme coût, comme travail et à faire. Fait que c'est pour ça que c'est là qui est une grande difficulté. Oui, et Julie vous abordez Mivelachon, un problème beaucoup plus large qui est l'agression des enfants et l'exploitation des jeunes à travers le monde. Alors, Oui, la parce que GRC, même si on le fait ici... Oui. Et maintenant, il y a des nouveaux systèmes, d'accord, qui font que dans des pays, on fait ce qu'on appelle du live streaming d'enfants qui sont violés. Comme ça, on est incapable de repérer quelles sont les adresses. Alors, c'est quand même absolument incroyable. C'est terrible. Et moi, j'ai été visiter quand même. Il y a des lieux où on essaye de faire du repérage. La GRC a un très grand bureau en banlieue d'Ottawa où on fait ça. Il y a aussi le comité de la protection des enfants à Winnipeg où il y a le projet Arachnid où on passe à travers l'Internet pour essayer de trouver les vidéos d'exploitation sexuelle. Donc, il y a du travail qui se fait, mais c'est énorme comme problématique. Il y a Interpol aussi, je pense, Roger Ferland, Interpol, et Interpol, c'est international, donc je pense que les autorités de chacun des pays ont intérêt à se parler plus. Puis je me souviens, j'avais déjà fait une entrevue avec un haut placé d'Interpol qui me disait, on essaye, mais c'est comme... c'est comme s'attaquer à quelque chose de plus grand que nous. Puis j'avais même fait, à la fin de l'entrevue, j'avais dit, je pense que on mène la lutte, mais c'est comme si on l'avait déjà perdue. J'avais été assez découragée d'ailleurs de ça. C'est des milliards d'images. Oh mon Dieu, on essaye, mais ça donnera rien. C'est des milliards d'images et il faut essayer de rentrer dans des clubs privés. Donc, se faire passer soi-même pour quelqu'un qui veut voir de la pornographie juvénile pour essayer de démanteler. Pour monter un dossier. Puis quand c'est international, vous savez, les lois ne s'appliquent pas à l'extérieur des pays X, Y, Z. Alors, donc, et pourquoi? Ça me fait penser parce que dans le fond, on parle de prostitution, on parle de pornographie infantile. La pornographie, puis j'allais dire la prostitution, on a quand même, depuis les dernières années, mis un cadre. Et on s'est attaqué aussi, il y en a qui étaient peut-être pas contents, mais on s'est attaqué aux clients. Exact. Puis en regardant à nouveau le documentaire hier, Money Shot, en lisant en partie le livre de cette activiste américaine là, qui a alerté le New York Times, Take Down Layla, je me suis dit, pourquoi finalement, là où ça fait mal, c'est parce que moi, ça me sidère de voir qu'il y a des messieurs, là, ça leur tente, ils font extra young teen naked. Beaten, raped. C'est quoi ton problème qui te fait bander parce qu'une petite fille se fait violer dans un gangbang? Alors donc, c'est quoi qui se passe là dans votre tête, c'est terrible, messieurs? Pourquoi on s'attaque pas à ce gars-là? La pornographie est aussi addictive. Alors, des études montrent... Là, ça va être une maladie, ça, si ça continue? Plus quelqu'un regarde de pornographie, pas tous, mais plus il est attiré parce qu'il y a de plus en plus violent,
interdit. Donc, un abus de regarder trop de pornographie peut mener à ça. Je vous dis pas que ça mène tout le temps. Mais là, ça devient une défense, c'est ça que vous voulez dire? Non, je suis pas en train de dire ça, mais ça explique... excusez-moi, monsieur le juge, parce que j'en ai regardé, je l'ai regardé un petit peu trop. Ça explique pourquoi, à un moment donné, il y a des titres comme ça, teens et tout ça. Elles sont pas toutes forcément mineures, mais en mettant ça comme titre dans les sites porno, on attire ce genre de personnages. Alors, écoutez, c'est très dur. Si on commence à se laisser décourager, Isabelle, on n'y arrivera pas. Donc, il faut garder l'espoir d'être capable de contrôler ça. C'est un nouveau monde, difficile pour les enfants, difficile pour les parents, et il faut les aider. Oui. Il y a un auditeur qui m'écrit, pour les infractions avec Pornhub, pourquoi ne pas instaurer une loi de nature réglementaire sans nécessité de prouver quelconque élément de moralité? Comme les diffuseurs avec Airbnb, par exemple, en matière de tourisme. J'ai un autre éditeur qui m'écrit merci de le faire d'ailleurs, vous pouvez le faire à isabelle@cube.ca. Vous pouvez me téléphoner au 1-877-827-2346. J'aimerais avoir s'il y a des parents qui nous écoutent puis qui ont le contrôle parental puis que ça marche. Moi, j'ai déjà essayé. Ça n'a pas duré longtemps, je dois vous avouer. On en parlait pas mal à la maison, remarquez, mais après, tu sais, toi, comme parent, tu dis à tes enfants, après les enfants, ce qu'ils font avec d'autres enfants ou ce qu'ils se disent entre eux. On n'a pas le contrôle de ça. Il y a comme quelque chose qui nous dépasse. Un auditeur qui me dit, toute cette histoire de pornographie juvénile me lève le cœur, mais ce qui me met le plus en colère, c'est de savoir que beaucoup d'hommes consomment ces vidéos. Et s'il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Je suis scandalisée par l'humain. Moi aussi, ça m'écoeure. Là, il rentre à la maison, ce monsieur-là, qui va regarder des petites filles, puis peut-être des enfants du même âge. Oui. Roger Ferland, puis Julie, après, Julie Milieu-Deschamps. Roger? Oui, puis imaginez juste tout ce que le web nous a offert en ce moment. Là. Les jeunes filles peuvent même offrir Sugar Baby déjà. Ils choisissent déjà d'avoir un Sugar Daddy qui va les entretenir, les préparer. Les sites sont prêts. C'est pour ça que si on ne s'attaque pas sous le bon angle, on va encore passer à côté de cette réalité-là. C'est qu'en ce moment, le monde du web a offert d'énormes options, mais a des grandes difficultés. C'est la façon qu'on a de s'y attaquer, parce que c'est un nouveau mode de communication qui nous met partout dans le monde. Tantôt, vous parliez, une difficulté importante, c'est que même si j'identifie, moi, quelqu'un qui consomme ici, je veux m'attaquer à d'où vient le vidéo, je viens de changer de ville, je viens de changer d'État, des fois, même de pays, de continent. Fait que là, c'est comme à toutes les fois limité qui va aller là. Puis même si on voit dans la télévision qu'Interpol est très, très efficace, Interpol existe, mais Interpol, ce n'est pas un service de police comme tel. C'est une plaque tournante comme qui nous dispatche nos informations. C'est ça, c'est un service de renseignement, là, c'est ça? Oui, ça prend des porteurs de flambeaux. Ça prend quelqu'un qui dit, comme Mme Milieu-Deschamps le fait, je prends cette décision-là, puis j'avance avec. Et à mesure que des difficultés arriveront, on va les contrecarrer, puis on avance. Et on va être capable de trouver des nouvelles lois, mais là, pour l'instant, on n'en a pas. Mais je disais, faut pas se décourager, puis vous me confirmez, Roger Ferland, faut pas être découragé, mais j'ai l'impression que la police l'est déjà, puis à part Julie Milieu-Deschamps, puis il faut vraiment lui donner ça à la sénatrice, à part elle, on n'entend pas parler. Là. S'il n'y avait pas Julie là, pour brasser la cage de tout le monde... Non, mais c'est vrai, il faut quand même le dire. Pour une fois que le Sénat sert à quelque chose, qu'on va dire au Québec. Mais comment ça se fait que la police... Moi, si j'étais enquêtrice, j'en parlerais toutes les semaines. Parce que les lois existent, d'accord? Pour la pornographie juvénile, on a ce qu'il faut. Donc, il faut les appliquer. T'sais, comment se fait-il qu'on a laissé pendant des années MindGeek, Pornhub ne pas rapporter, parce qu'ils devaient le faire selon la loi, tous les incidents d'exploitation sexuelle juvénile qu'ils devaient avoir, ça doit être rapporté, ça. Or, pendant des années, ils n'ont pas rapporté ces scènes, ces cas d'exploitation sexuelle aux autorités et rien n'a été fait. Oui, mais imaginez, la police est là. Mais c'est ridicule. C'est comme demander à quelqu'un qui te vend de la malbouffe de te rapporter. Ça veut dire qu'il faut que leur philosophie change. Parce que cette idée que n'importe quoi sur le site, on n'est pas responsable. Ils ne sont pas responsables. Ils ne seront jamais responsables. En fait, quand c'est de l'exploitation sexuelle d'enfants, quand il n'y a pas de consentement, oui, il y a une certaine responsabilité. Et dans le documentaire, là, Money Shot, il y a les trois là, qui sont là, les trois patrons de Pornhub. Ils n'en ont rien à faire des questions, là.
Alors, devant à le l'époque, Parlement. Là. et encore une fois, il y a eu un changement de direction, mais à l'époque, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement peu de modérateurs sur la plus importante plateforme de porno que c'était impossible. Il y en avait 30. C'est ça. Il écoutait en boucle des vidéos sans même écouter le son parce que ça prenait trop de temps. Ouais. Donc, c'était impossible. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a des meilleurs outils pour s'occuper de ça. Donc, on n'a pas d'excuses. Il faut s'en occuper. Il ne faut pas dire que c'est un problème insoluble. Et il faut passer des lois. Moi, évidemment, je suis ici aussi pour vous dire que c'est cet automne que ça se joue, S-210, le projet de loi pour protéger les enfants. C'est ça. Je n'ai pas l'unanimité au Parlement. Les libéraux au gouvernement actuellement sont contre ce projet de loi. Pourquoi? Ce projet de loi. Parce qu'à leur avis, ce projet de loi menace la vie privée, menace la liberté d'expression. Et écoutez, le dernier dernier argument, c'est que mon projet de loi va faire qu'on va censurer sur Netflix les films où il y a un sein et une paire de fesses. Alors, franchement, moi, je suis tout à fait en désaccord, et pas seulement moi. Moi, j'ai consulté. S'il y en avait moins, de toute façon, de ce genre de scène dans les films mainstream, peut-être que les actrices seraient plus contentes aussi. Là. Il y a des expertes au niveau juridique qui ont dit, voyons donc. Ouais, mais c'est ridicule. On parle ici de pornographie. Donc, les libéraux de Justin Trudeau veulent pas? Non. Les conservateurs de Pierre Poilievre? Oui. Okay. Le Bloc est de mon côté aussi. Oui. Du côté des néo-démocrates, ça va se jouer là. Il y en a pour, il y en a des contre. C'est pas encore joué. Il y a encore des oppositions. J'ai croisé Jatmin Singh sur la rue vendredi. En sortant de TVA, j'aurais pu lui parler. Exact. J'aurais pu lui poser la question. On a Lorraine qui est au bout du fil, qui est une grand-maman qui s'inquiète. Bonjour, Lorraine. Bonjour, j'appelle parce que oui, je vous écoute depuis le début de votre émission, puis je suis très d'accord avec ce que vous dites. Par contre, ce que je vois, c'est que ça devrait commencer dans la famille avec les parents. Et présentement, les parents, on a installé des systèmes sociaux où les parents sont complètement dépassés par la situation auprès de leurs enfants. Je vois des parents qui sont pas capables. Je vois dans les épiceries, je vois dans les magasins des parents qui sont pas capables de contrôler leurs enfants. Comment vous voulez qu'on essaye de les protéger contre ça? Ouais. Et je pense qu'on devrait commencer aussi à parler beaucoup plus de la responsabilité des parents par rapport à leurs enfants. On voit des enfants qui se noient dans les piscines, on voit des enfants qui se font frapper sur la route, des enfants de 3 ans qui s'est fait frapper sur la route. Je me dis, qu'est-ce qu'ils font les parents? Mais on n'en parle jamais. Je pense qu'on doit commencer à parler à la responsabilité des parents. Oui, c'est toutes ces structures-là que vous êtes en train d'organiser, c'est parfait, mais les premiers qui s'occupent des enfants, c'est les parents. Oui. Merci beaucoup, Lorraine. C'est sûr qu'il y a les parents, mais il y a tout le village aussi. Hein? Oui. On dit et ça prend un village pour élever un enfant. Je pense que toute la société doit se lever pour dire nous n'acceptons pas l'abus sexuel et surtout la traite, c'est-à-dire dans le but de faire de l'argent des enfants. Mais des parents qui battent leurs enfants, c'est pareil pour moi. Là. On ne touche pas à un enfant. C'est assez clair. Et cette auditrice a raison de dire, la responsabilité parentale existe. Oui. Il n'est pas question ici de la nier. Au contraire, elle est importante. Mais ils ne peuvent pas être seuls. C'est pour ça qu'il y a une société. C'est pour ça, normalement, qu'il y a des gouvernements pour essayer d'aider les citoyens dans ces cas-ci, dans les cas de crimes. J'ai un auditeur qui me texte. Nous, on coupe le signal Wi-Fi passer une certaine heure et lorsque nous n'avons pas le contrôle et qu'on doute peut-être d'un usage pas très sain de la part de notre enfant. Ben ça, c'est une bonne façon. Mais ça veut dire que faut vraiment que t'es tout le temps en hypervigilance parce qu'ils sont, d'abord, ils sont meilleurs que nous, les enfants. Faut quand même le dire. Ils sont capables de contourner. Il y a comme un déficit technologique ici. Avec les VPN, ils peuvent contourner toutes sortes de choses. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire en attendant que votre projet de loi passe? Parce que là, je comprends que c'est pas fait. C'est pas fait, mais ça va passer ou casser cet automne. Alors moi, j'espère qu'il va passer cet automne. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut être vigilant. Moi, je crois beaucoup à la discussion sur ces questions-là. Ouais. Parce que les enfants, il n'y a pas juste couper le signal Wi-Fi à la maison. Ils passent une grande journée à l'école. Ouais. Alors, ils se passent les téléphones, ils regardent tout ça. Et donc, il faudrait aussi, dans les écoles, là maintenant, on met les téléphones de côté. C'est une très bonne idée. Ça fait longtemps qu'on aurait dû faire ça. Je ne pense pas qu'il y a de solution miracle, Isabelle. Mais je pense qu'une grande ouverture,
est importante et je sais qu'il y a des enfants qui n'aiment pas en parler, ni des parents. Mais non, c'est sûr. Mais je crois qu'il y a ça. Et il y a Puis tout il y a le bien reste. des enfants qui disent reste. la dernière chose que je veux aborder comme sujet avec mes parents, c'est la sexualité. Je veux pas qu'ils m'en mais parlent. il n'y a pas juste la Mais il faut en sexualité. parler. Il y a aussi sur l'Internet les Oui. images qui incitent les jeunes filles à plus manger. Ah, Il y a beaucoup de préjudices possibles en ligne. Alors, si on ne parle pas de ça, ben, écoutez, c'est difficile. Nous, on vient d'une génération. Moi, mes enfants, ça a été quand même la première génération avec ces sites gratuits. Et moi, je me souviens à l'époque, avec une de mes filles, faisait une recherche sur l'astronaute Julie Payette. On était en train de monter une fusée dans le garage. Et donc, on cherche, et ma fille cherche sur Internet, et je suis autour, je dois être en train de préparer le souper. Et là, soudainement, elle me dit, regarde, maman. Et ce sont des images, c'était des gros pénis. Oui, parce que bien droit qui était là. Ils sont arrivés sur son... Oui. Parce que souvent, c'était ça arrive. Julie Payette, puis il y avait quelque chose dans l'URL Exact. qui soudainement était des images pornographiques. Je revenais pas. Et souvent, on me dit que les enfants, c'est leur premier contact avec la porno, c'est ça. Ils font autre chose, puis tout à coup, les images apparaissent. C'est Et ce ne sont pas des images subtiles. Non, vraiment Disons-le. pas. Vraiment pas. Roger Ferland, en conclusion, est-ce que vous pouvez vous nous essayez de nous rassurer, Roger? Je voudrais bien, en tout cas, une des choses qui me rassure, voyez-vous, l'intelligence artificielle, exemple, dans ça, va nous servir. Parce que ça va éviter que ce soit des policiers qui aient besoin de visionner quand on rentrera une programmation d'images ou de séquences. Et s'il y a du son ou autrement, l'intelligence artificielle va servir. Alors, même si je trouvais que c'était juste pernicieux, l'intelligence artificielle, qu'on n'en reviendrait pas à bout, voyez-vous, elle va servir, elle va éviter que des humains visionnent ces vidéos-là pour le faire. Par contre, ça prend toujours un chemin juridique, ça prend des réglementations. Et ces derniers temps, sans que je veuille faire de politique, vous avez raison, Mme Yville-Deschênes, en tout cas, le Parti libéral a libéré beaucoup de situations qui favorisent certains milieux criminels en ce moment, que ce soit le contrôle des armes à feu, que ce soit sur le trafic de stupéfiants, que ce soit sur les sentences qu'on donnait aux gens. Ils ont ouvert la porte à beaucoup de places. Ça serait le fun là, qu'ils nous montrent qu'ils sont capables d'être sérieux aussi puis de protéger notre jeunesse et nos enfants par des lois qui vont permettre à ceux qui s'enrichissent en ce moment, c'est bien de faire de l'argent, c'est pas négatif. Sauf que, arrêtons de le faire sur le dos de nos jeunes, qu'on est en train de pervertir en ce moment des façons de faire des nouvelles générations, parce que le profilage dans TikTok, Instagram, ou ce que vous disiez tantôt, là, tu joues à un jeu vidéo puis tu vas apparaître une autre image. Ouais. C'est le profilage qui est fait en arrière. C'est ça. Tous les algorithmes que ces grandes entreprises-là ont réussi à placer. Je pense que ça ne changera pas ça. Ben, on est capable de changer à autre chose. Contrôlons ce qu'on peut contrôler, ça c'est ce que j'ai souvent dit. Là, on a du contrôle. Merci, Mme Yville-Deschênes, de continuer ce combat-là qui est nécessaire et qui va arriver à terme, j'en suis convaincu. Merci pour le compliment. Et sur le contrôle des armes à feu, je ferai là une petite nuance. C'est beaucoup plus... les libéraux ont vraiment fait des efforts pour essayer de rétablir un contrôle plus grand. Les obstacles viennent plutôt du côté conservateur. Donc, mais c'est vrai qu'il faut que les gouvernements et dans leur ensemble fassent des efforts. Et c'est difficile. La société est complexe. Là. On ne peut pas prétendre, ne faisons pas de simplisme. Tout ça est compliqué, mais il faut croire que c'est plus important de protéger les enfants que d'assurer que celui qui veut regarder de la pornographie le fasse sans 10 secondes, 30 secondes pour vérifier son identité. Il faut qu'il y ait des priorités. Et ça m'apparaît être un consensus quand même. Ben, dans les sondages, on a plus que 70% des Canadiens, 73, qui disent qu'ils sont d'accord avec moi pour la vérification d'âge. Donc, c'est beaucoup plus des obstacles politiques. J'arrive pas à comprendre pourquoi les libéraux Je comprends pas non plus. Non, c'est vraiment... c'est-à-dire qu'il y a une clientèle, évidemment, qui veut aucun contrôle de l'Internet. Est-ce que c'est là qu'ils sont? Est-ce que c'est cette clientèle qui veut l'attirer politiquement? Peut-être. Mais j'avoue que, pour moi, faire ça... Ce n'est pas, il ne faut pas croire que la pornographie, c'est la libération sexuelle. C'est comme il y a des gens qui pensent que parce qu'on veut empêcher les enfants de regarder ça, on est contre la libération sexuelle, on est contre la sexualité. Ce n'est pas le cas, c'est deux choses très différentes. Merci beaucoup. Roger Ferland, ancien enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Merci d'avoir accepté de nous parler, Roger Ferland. Julie Yville-Deschênes, sénatrice, coprésidente du groupe multipartite de lutte contre l'esclavage moderne et la traite des personnes. On va suivre cet automne, bien sûr, les avancées de S-210. On va espérer que les libéraux de Justin Trudeau reviennent, sortent de leur bulle.
Oui, ça peut leur donner des votes. Ben, ça pourrait. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là. Tout de suite après la pause, nous allons parler avec Jacques Nantel. L'automobile, ça a déjà fait partie de notre statut social. Moi, je dirais que ça l'est encore, mais ça a l'air que d'après Jacques, ça perd de son lustre, surtout chez les plus jeunes. Restez là, tout le monde. On revient tout de suite après ceci.